Bonjour Yuri. Bonjour. Merci beaucoup de vous prêter au jeu de notre podcast, de prendre 1 heure de votre temps avant de débuter ce CSI 5 étoiles ici à Equita Lyon. Comme on vous le disait juste à l'instant, on a reçu quelques-uns de vos coéquipiers de l'équipe brésilienne. On a eu Pedro Venis, on a eu Rodrigo Pessoa, on a eu Neko. Et donc aujourd'hui, vous, pour plein de raisons, Yuri, outre cette veste jaune soleil dont tout le monde vous parle, j'en suis sûre, c'est pas vraiment pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui, Yuri. Vous avez une histoire qui semble singulière. Vous venez du Brésil, évidemment, de Sao Paulo plus précisément. Je crois que rien ne vous prédestinait vraiment à vivre cette vie de sportif de haut niveau, cette vie d'athlète, à intégrer aussi cette vie de paillettes et des sports équestres. Je crois que vous avez fait preuve de beaucoup de courage, d'envie, de travail, d'ambition pour en arriver là. Et vous côtoyez aujourd'hui donc le meilleur niveau, les meilleurs cavaliers du monde. Vous représentez le Brésil, vos origines de cœur, dans les plus belles échéances mondiales. Comme Lorlaï a dû vous l'expliquer en venant, le but de ce podcast, c'est vraiment de parler de vous, de votre parcours, de qui vous êtes. Et souvent, on aime bien commencer en demandant tout simplement à nos cavaliers de nous dire qui ils sont. J'ai lu que vous aviez toujours eu la volonté de vous démarquer. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu si c'est ce qui vous caractérise? Quels sont vos principaux traits de caractère? Bonjour et merci pour m'inviter. Je suis très heureux d'être ici. Mon caractère plus marquable, non? Je pense que j'aime bien le challenge. C'est un truc vraiment, n'importe qu'est-ce que je fasse, si c'est difficile, j'aime bien le faire. Tu vois, j'aime bien apprendre, j'aime bien prendre une chose qui est difficile et la transformer en facile. C'est comme ça un peu. Je pense que mon principal point de caractère, c'est un peu ça. Est-ce que vous pourriez, Yuri, nous décrire un petit peu votre enfance et le moment où vous avez commencé à monter à cheval? Peut-être que ce n'était pas à l'enfance, on va l'apprendre. Ce petit enfant, gamin que vous étiez à Sao Paulo, comment est-ce qu'il a commencé à monter à cheval, à rentrer au contact du cheval? Et puis après, comment est-ce qu'il a gravi les échelons, tout simplement, jusqu'à... Oui, bon, les chevaux, c'est drôle. Je pense que je suis né passionné de chevaux. Je ne suis pas du tout dans une famille qui avait des chevaux ou qui était dans le métier. Mais je me rappelle, à 1 an et demi, 2 ans, j'ai déjà des photos toujours avec des chevaux, des petits chevaux. Et aussi, je me rappelle ça, j'ai regardé cette film qui s'appelle Black Stallion. Oui. Les talons noirs. Les talons noirs, voilà. Mais je me rappelle, j'étais comme un malade. J'ai vu cette film plus que 150 fois. C'est sûr que j'ai vu plus de 150 fois. Et alors, toujours, j'ai eu cette connexion. Mais quand j'avais 5-6 ans, peut-être, à la ville de São Paulo, il y avait un jour où il y avait des poneys dans un shopping center, par exemple. Là, j'ai monté. Et je voudrais toujours monter, tu vois. Il y a 8 ans, ça a commencé une tradition familière d'y aller dans un endroit pour les vacances où il y avait des chevaux. Alors, oui, tout le monde était un peu avec les chevaux, mais aussi à la piscine, au tennis, au football. Moi, j'étais toute la journée. Depuis les 6h30, j'étais là et j'ai resté toute la journée. Et c'était le contact que je pouvais avoir avec les chevaux. Après, nous arrêté d'aller là-bas et pour quelques-uns, je n'ai pas eu l'opportunité. Et c'était drôle, un jour, je ne sais pas pourquoi j'ai quitté l'école. Je n'ai pas été à l'école. Je pense que j'étais malade ou un truc comme ça. Et il y avait le journal que ma maman elle aimait bien. Elle était à la maison. J'ai commencé à regarder le journal, je ne sais pas pourquoi. Et il y avait, comment dire ça, annonce. Une annonce. Une annonce en disant « Je vends les chevaux ». Alors, moi, j'avais 12 ans, 13 ans, j'ai pris le téléphone comme ça. Hein, oui, combien ça coûte un cheval? Et le type m'a dit $100. Mais j'étais fou, j'ai dit bon, $100, ma maman elle a pas payé. Alors je me rappelle parfaitement, je cours aux toilettes où elle était.
à la salle de bain et j'ai dit, maman, le cheval coûte 100 $. Elle a dit, si ça coûte 100 $, j'achète pour toi un cheval. J'ai dit, ok, super. Alors, c'était incroyable. Imagine, parce que ici en Europe, c'est un peu différent. J'ai dit ça toujours. En Europe, cet sport, il est un peu c'est pas un sport de les gens de la ville. C'est un peu un sport de les gens de la femme, non? Un peu plus. Ouais, des gens qui vivent dans la campagne. Oui, qui ont un peu de contact, c'est ça, exactement. Et là-bas, imagine, São Paulo, c'est une grande ville, n'avait aucun contact. Alors, pour y aller choisir le cheval, je ne connaissais rien. Alors, je prends un autre copain que j'avais à moi, à l'école, alors aussi 13 ans. Rentre dans la voiture parce qu'il connaissait un peu, il disait qu'il avait une femme, qu'il connaissait les chevaux. Alors, c'est lui qui était mon coach pour choisir un cheval. Et nous part toute la famille comme ça. Et le type montre, il y avait 15 poulains de 3 ans, sans ça, les poulains de 100 $. Ah, j'aime bien celui-là. Ah oui, mon copain a dit, oui, les oreilles, je me rappelle toujours, il a dit, les oreilles, c'est un peu comme 6 heures, je ne sais pas quoi. Ok, nous achète ce cheval-là. Mais après, qu'il nous a marqué que 100 $, c'était rien, parce qu'après... Après, votre cheval à Sao Paulo, vous en avez fait quoi? Oui, nous avons trouvé un club, oui, le moins cher possible, parce que nous n'avions pas une situation aussi bonne que ça. Et oui, nous le ramenons là-bas. Mais tu imagines, c'était plus un chien qu'un cheval. À 3 ans, je ne pouvais pas le monter. Alors, j'étais là toute la journée à promener le cheval. Et c'était comme ça, le début. Oui. Et alors après, comment est-ce que ça s'est déroulé? Quelles ont été les grandes étapes de votre carrière qui vous ont amené jusqu'ici? Oui, bon. Je pense que le tout début, c'est aussi important de dire comment c'était. Parce que j'ai détesté le sport. Je voudrais promener, je voudrais être un peu cowboy, un truc comme ça. Comme Eduardo Meneses. Ah, il est aussi? Ah oui, il a dit le même. Il nous avait dit qu'il était gaucho. Ouais. Ah oui, gaucho, oui, exactement. C'est de sa région, oui, exactement. Et moi, dans cette époque-là, j'étais vraiment gros. Tu sais, tu imagines, aujourd'hui, j'ai 67 kilos. Quand j'avais 14 ans, j'avais 85. Alors, tu imagines, j'étais... et je me rappelle, je ne voudrais pas monter. Je n'aimais pas le sport comme ça. Alors, un type qui était dans cette club-là, il était vraiment... dur avec moi. Il a dit, c'est pour ça que tu es gros, parce que tu ne veux pas faire du sport et bazar. Alors, ça me fâchait vraiment, tu vois, ça vraiment me fâchait. Alors, j'ai commencé à monter à l'école d'équitation dans cette club, parce que mon cheval, je ne pouvais pas monter. Et oui, il nous dit toujours qu'un jeune cavalier ne peut pas avoir un jeune cheval, non? C'est un peu... comme on toujours écoute. Mais je dois dire que tous les procès, depuis le début avec un jeune cheval, pour me mettre dans le sport, c'était quand même intéressant parce que dans cette époque, j'ai appris beaucoup déjà à débourrer et à comprendre la tête du cheval et tout ça. Alors, ce sont des moments que je garde pour toujours, tu vois. Bon, après ça, depuis que j'ai commencé à monter, j'étais passionné de ça vraiment et je pense que tout de suite, j'avais déjà le rêve d'être un professionnel un jour, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant et comment c'est important, les gens de temps en temps oublient comment nous, quand nous sommes ici dans ce niveau, combien d'inspiration on peut donner à les gens, tu vois. Alors, je me rappelle, dans cette époque, c'était la première médaille d'or que le Brésil ait eu aux Jeux panaméricains. Et ça a été la télé et tout ça, alors ça m'a motivé encore. Et alors, est-ce qu'il y avait Nelson dans l'équipe? Non, ce n'était pas Nelson et c'était encore plus, il y avait plus d'inspiration pour nous parce que c'était tous des cavaliers qui montaient au Brésil. C'était la première fois qu'une équipe vraiment de cavaliers qui montaient au Brésil partait en Jeux panaméricains et ont gagné, tu vois. Alors ça, je me rappelle, vraiment, ça marquait beaucoup. Et après ça, c'était ça mon rêve, tu vois. Bon, après ça, c'était toujours dur pour nous. Nous avions un cheval dans le club, toujours difficile à payer les comptes, tout ça. J'ai toujours essayé de monter un peu les chevaux pour les professionnels quand les bons cavaliers étaient au concours, non? Je dois dire que cette époque-là, quand j'étais un peu plus âgé, quand j'avais 15 ans, 16 ans, c'était très riche pour nous parce que tous ces bons cavaliers qui montaient au Brésil étaient souvent en Europe avec Nelson. Alors, on ramenait beaucoup de nouvelles choses et tout ça. C'était une bonne science pour nous. Et bon, ça, c'est le deuxième moment important dans mon début. C'est ma maman, elle avait une école, tu vois. C'était dur, mais elle pouvait quand même avoir un cheval au club et tout ça. Et elle a commencé à avoir des problèmes à l'école, tu vois.
oui, elle ne pouvait pas vraiment payer les comptes. Alors, dans ce moment-là, c'était mauvais pour un côté, mais très bon pour moi, parce qu'elle ne voudrait pas que moi, je suive cette profession. Alors, le moment qu'elle ne pouvait plus m'aider à payer l'université et tout, c'était le bon moment pour moi de trouver une solution. Alors, j'ai trouvé un contact en Belgique et j'ai parti en Belgique pour commencer ma histoire professionnelle. Et alors, vous aviez quel âge quand vous êtes parti en Belgique à peu près? Oui, presque 18. Et comment est-ce que vous avez trouvé votre première place en Belgique? Un copain brésilien, il a travaillé ici. Il était d'abord chez Mati, après il est parti pour cet endroit-là. C'est Yves Villain en Belgique. C'est un type qui fait beaucoup de débourrage aussi des gens de chez vous. Et c'était un contrat, pas de congé, pas de salaire, mais quand même, je pouvais monter toute la journée. Okay. Le truc, c'est que j'arrive à la fin de l'été, alors c'était la finale à Gève. Et c'était drôle parce que j'arrive, j'ai dit ça c'est magnifique, j'ai monté toute la journée, j'étais au concours direct, tout ça. Et quand ça a commencé le mois d'octobre, les chevaux commencent à partir. Alors il y avait des jours que je n'avais pas beaucoup à faire. J'ai dit, les gens disent que l'Europe elle est dure, qu'il faut travailler beaucoup, mais ici c'est tranquille. Après un mois, ça commence à venir tous les 3 ans, 4 ans pour débourrer. Et là, c'était, je dois dire, je n'avais pas l'expérience, c'était un moment dur de débourrer tellement de chevaux comme ça. Mais c'était comme ça. Après ça, si je ne me trompe pas, vous avez fait vos armes chez Ludovic Philippart, c'est ça? Exactement. Ça, c'était... Bon, alors, chez Yves, c'était bien. J'ai merci à lui beaucoup. Je l'ai beaucoup aidé. J'ai parti de là-bas pour essayer d'avoir une place où je pouvais avoir plus d'opportunités ou d'apprendre. J'ai travaillé à Liège un peu, mais ce n'était pas grand-chose. Et là, c'était un moment difficile parce que j'étais trop vert, tu vois, j'avais sauté, à 18 ans, j'avais sauté une fois à 30. Tu vois, j'étais un cavalier, je n'avais pas fait des juniors, children, rien, je n'avais aucune expérience. Et c'était difficile pour les gens de me donner une opportunité comme ça. Alors, la situation de ma mère, elle était très dure au Brésil, je ne pouvais pas vraiment retourner au Brésil tout de suite. Alors, j'ai trouvé un travail comme groom, j'ai travaillé pour monsieur Piquinier, le monsieur qui fait les montres. J'étais son groom, je n'étais pas un bon groom. Non, je me rappelle parfaitement, il était à finale à Deauville pour les amateurs et toutes les autres épreuves étaient en sable, la finale en herbe. J'ai oublié les rampons, alors il n'était pas super content avec moi. Mais là, j'ai connu une groom qui s'appelle Anne, elle était groom de Pénélope quelque temps. Et elle m'a dit, non, si tu veux apprendre, tu peux aller chez Ludo. Il cherche un cavalier maison. Alors j'ai dit oui, si tu peux m'aider un peu. Alors j'étais parti chez Ludo. Et là-bas, c'est un moment incroyablement important pour ma carrière, pour ma vie d'un mode général. Et j'ai dit toujours, d'abord j'ai appris beaucoup. Ludo, il est toujours, nous avons une bonne connexion, il a toujours m'aidé un peu. Et moi, j'avais monté beaucoup en dressage au Brésil. Alors, je n'avais pas d'expérience pour sauter, mais je savais bien dresser déjà les chevaux. Et ça, Ludo, il a bien marqué, il m'a donné assez d'opportunités. Et qu'est-ce que c'est drôle, dans ce moment, c'était 2 ans chez Ludo, j'ai connu Ludo, logiquement, mais Edwina, elle était là, parce qu'elle était la copine de Neil Jones dans ce moment. Et aussi René, un type qui habite en Danemark. Et ces 3 personnes, vraiment, quand tu regardes 20 ans après, ont vraiment changé complètement ma vie. D'abord Ludo, parce que quand je retourne au Brésil, après, il m'a envoyé chez vous et c'est comme ça que je commence à faire vraiment du commerce et vraiment avoir l'opportunité de me perfectionner et de monter dans le haut niveau. Edwina, après, elle est mariée avec Yann. Oui. Et à cause de la relation que j'avais avec elle, j'ai vendu First Division pour un très bon argent et ça vraiment m'a donné une autre situation en vie. Et René, après, il était le manager de Ask, qui c'était mon premier sponsor en Europe. Alors, c'est drôle comme une petite période. Oui, c'est vraiment pour toute une vie, pour toute la vie. Et alors, j'ai lu ensuite qu'après avoir travaillé chez Ludo Philippart, vous rentrez au Brésil. Et là, vous passez un petit passage à vide. Oui. Vous dites que vous voulez arrêter. Nous, pour tout vous expliquer, hier, on a enregistré une table ronde avec plusieurs personnes sur le sujet de la gestion de l'échec. On a parlé beaucoup des moments difficiles, des moments impactants de leur carrière, etc. Et j'ai l'impression que cette période-là, elle a été quand même assez difficile pour vous, de ce que j'ai lu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, alors, c'est ça.
je voulais beaucoup. Je savais que j'avais un talent quand même, mais ce n'était pas clair pour les gens qui ne me connaissaient pas, donner d'opportunités pour un type de 18 ans qui commence à sauter. Quand tu commences à sauter à 18 ans, tu fais des erreurs aussi, non? C'était comme ça. Alors, après 2 ans chez Ludo, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup eu d'expérience, mais quand même, j'ai gagné $500 par mois. Tu vois, l'hiver tout seul, c'est pas comme aujourd'hui, que tu peux parler avec les gens par téléphone comme ça. Non, c'était beaucoup plus dur. Je n'avais pas une super relation avec Neil Jones dans cette époque, c'était dur. Alors, ma maman, elle disait tout le temps, viens, reviens, aide-moi avec l'école, tu vois. Alors, j'ai dit, OK, allez essayer de sauver l'école. Non, c'était comme ça que nous pouvions gagner un peu de l'argent au Brésil. Alors, j'ai dit, OK, je rentre. Et je pensais que c'était impossible de continuer à faire, tu vois. C'était, comment est-ce que je veux commencer tellement tard et arriver quelque part, tu vois. Et bon, je rentre. Et là, c'était dur parce que l'école, elle était déjà vraiment finie à la fin. Et encore une fois, c'est ça que j'ai dit toujours, que les mauvaises choses toujours m'ont ramené de bonnes choses après, tu vois. À un moment donné, elle ne pouvait plus payer, parce que la maison que nous habitait était louée, et elle ne pouvait plus payer. Alors, un jour arrive la police, il dit que non, tu as 2 jours pour partir de la maison. C'est grave quand même, non? Qu'est-ce qu'il nous peut faire? Alors, parce que j'étais cavalier, je connaissais un peu de personnes, il y avait un travail quelque part où je pouvais monter à cheval pour le type et avoir une maison pour la famille. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à monter. Sûr que je voudrais beaucoup, que c'était une chose que j'avais tout le temps dans mon corps, mais tu vois, et pour ça, j'ai commencé à monter. Alors, et je dois dire que c'était très, très important pour moi à ce moment, parce que c'était un type un peu fou au Brésil qui fait beaucoup d'élevage. Mais à la fin, j'étais en train de monter 15 chevaux par jour. Et alors, tout seul, j'ai commencé à apprendre des choses que je devais apprendre comme enfant. Je n'avais pas d'entraîneur, mais j'avais vu beaucoup. Et c'est là que j'ai vraiment pratiqué, parce qu'à la fin, je n'avais pas vraiment la possibilité de le faire. J'ai écouté un podcast, et je pense que tu vas faire la même référence que moi, Léa, avec Tony Parker, qui racontait exactement la même histoire que vous. Ils ont eu une saisie sur les biens de la famille, ils ont été expulsés de chez eux, plus d'appartements, les parents ne pouvaient plus payer le loyer. Et il disait que pour lui, ça avait été un traumatisme, bien sûr, d'être démuni de tous ses biens, etc. Et que ça l'avait aussi vraiment drivé dans sa carrière, motivé dans sa carrière à aller chercher notamment une situation stable financière et tout ce qu'on lui connaît de succès qu'il a eu en NBA. Est-ce que c'est en partie pour ça? Est-ce que vous pourriez dire que vous faites la même histoire, ou est-ce que c'est pour ça que vous êtes revenu vers le sport et vers le sport de haut niveau pour essayer aussi d'aller vers cette carrière beaucoup plus stable, de gagner plus d'argent et de stabiliser votre vie et votre famille? Oui, mais pas vraiment avec cette focus-là. Et moi, c'est un peu drôle parce que je suis un commerçant de chevaux et quand même j'ai bien gagné ma vie à la fin dans ma carrière. Mais c'est drôle, moi, j'ai jamais pensé à l'argent dans ma vie. J'ai jamais. C'était comme un rêve de fou, comme ça. Et c'est pour ça que de temps en temps, au début, je pense que les gens me tiraient pour un fou. Parce que Ludo même, un jour, tu demandes à lui, il va dire directement, il rigole de ça toujours. Quand je travaillais chez lui, j'avais rien, j'avais pas une voiture, j'avais un vélo, j'avais un chien, je ne sais pas pourquoi j'avais un chien. Et j'avais un sac avec des guêtres. Parce que dans ce moment-là, Jos Lancin, Hugo Simon commençaient avec les guêtres longs, les guêtres courts. Tu imagines, j'avais même pas un cheval, j'avais jamais sauté en épreuve et rien, mais j'ai toujours été un peu comme ça, tu vois, j'ai rêvé déjà avec les choses, tu vois. Alors, logiquement, le premier moment, c'était important de trouver une maison pour la famille, mais après, tout l'argent que j'ai gagné dans le début, toutes les opportunités que j'avais, j'étais là, tu vois, je voudrais apprendre, je voudrais pouvoir monter dans le haut niveau. J'ai jamais pensé, j'ai travaillé gratuitement, je ne sais pas combien de fois dans ma vie. L'argent, ça n'a jamais été une finalité, c'était un moyen oui. pour à vivre vos rêves. Exactement. Et quelque part, je savais qu'à la fin, les choses pouvaient être bien. Tu vois, je ne sais pas expliquer exactement, mais c'était comme ça. Naturellement, l'argent suffisant pour payer les comptes, il était là quelque part. Tu vois, c'était...
Mais c'était juste rêver avec ça, rêver avec un jour aller à Aix-la-Chapelle, un jour aller aux Jeux Olympiques, c'était ça. Et alors, c'est intéressant parce que c'est une vraie success story quand même. Vous venez du Brésil, Sao Paulo, vous n'y connaissez rien, etc. Et aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, avec le recul que vous avez, l'expérience, l'Europe aussi, maintenant vous êtes installé ici. Comment est-ce que vous voyez les choses? Parce que vous venez d'un milieu très modeste. Et aujourd'hui, pour monter à cheval et faire du haut niveau en Europe, il faut de l'argent. C'est une réalité. Est-ce que vous pensez que votre success story, elle est encore possible aujourd'hui? Oui, je pense. Mais je suis d'accord avec toi que la direction que le sport prend fait peur. Moi, j'ai un enfant qui monte très bien, qui est très, très motivé. Et de temps en temps, je réfléchis à ça. Parce que je donne un exemple vite ici. Peut-être que c'est juste un moment et je me trompe, mais en disant Daniel Deusser, par exemple, un des meilleurs de l'histoire. Okay? Il était chez Frank Zlotak, qui probablement était super pour lui. Je pense qu'il a pris beaucoup, mais ce n'était pas là qu'il est lancé dans la carrière. Il commence sa vraie carrière chez Yann. Et après, il est là jusqu'à maintenant chez Stéphane. Non? Et Steve, même avec une famille traditionnelle, il commence vraiment à être là chez Yann. Non? Et il y a 500 exemples de ça. Regarde aujourd'hui ces écuries. Ils ne sont plus dans le sport comme avant. Tu vois, Yann, logiquement, il y a Edoina, mais il n'y a pas du cavalier qui fait du haut niveau aussi. Même Stéphane, avant il y avait Lorenzo, il y avait Iona, c'est aussi plus petit. Et tu regardes un peu à côté, tu ne vois plus des sponsors non plus. Non? Avant, il y avait des sponsors. Alors, pour un côté, le sport il a grandi beaucoup. Non? Il y a beaucoup plus d'épreuves, beaucoup plus d'argent au concours. Mais pour l'autre côté, l'organisation professionnelle, elle est beaucoup plus difficile et beaucoup plus petite qu'avant. Il y avait plus d'opportunités avant. Alors, je me demande comment ça va être pour les prochaines générations. Mais pour l'autre côté, je suis sûr aussi qui a vraiment la volonté et qui veut vraiment y aller, vont arriver, ça c'est sûr. Mais, je dis ça à mon fils toujours, il faut apprendre à être un homme d'affaires aussi. Il y a une histoire vite ici, à une semaine, je rigole de ça, mais incroyable. C'était moi et Henrik Van Akerman, nous sommes revenus ensemble de Helsinki. On était contents, les deux étaient classés au Grand Prix, nous prenons le vol à Francfort pour après faire une connexion à Düsseldorf. C'est déjà, nous habitons tout à côté, alors nous voyageons beaucoup ensemble. Ok, bien, ok, Francfort à 9h, ok, ça va, nous arrivons à 9h à Francfort, nous allons prendre la connexion, le vol est annulé. Ok, ça va nous prendre un train, ok. Au milieu de la voyage, le train l'arrête, il faut prendre un autre train. Et là, j'ai vu un truc qui ça a vraiment rentré dans ma tête, je commence à rigoler, il a dit, qu'est-ce que tu rigoles? Lui, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas envoyé la valise avec le camion, alors il avait une grande valise. Et parce que le train l'arrêtait au milieu du chemin, nous devions courir pour prendre l'autre, parce que c'était le dernier, autrement on va dormir à Francfort. Alors lui, avec une casquette, avec sa valise comme ça, qui court pour descendre les escaliers, et je regarde ce type, et je dis, nom de Dieu, il est champion mondial, champion de Coupe du Monde, numéro 1 mondial pour presque 10 ans. Et à la fin, il court avec sa valise comme tout le monde. Il n'y a personne qui le reconnaît, il n'y a personne qui l'aide. J'imagine Nadal, imagine si c'est Rafael Nadal ou Djokovic, ou même un joueur de football plus ou moins bon. Tu vois, alors c'est à réfléchir quand même. Ouais. C'est pour ça que quand tu dis non, tu as réfléchi pour la part financière, ouais. Même lui, même le meilleur au monde, il fait beaucoup plus pour la passion que pour l'argent. Finalement. Plus pour la passion que pour la fame. Oui, exactement. Est-ce que c'est facile quand même de garder les pieds sur terre? Vous êtes là, invité, parce que vous êtes la plupart du temps invité dans ces compétitions. Il y a l'hôtel, il y a les véhicules qui vous emmènent, qui vous ramènent. Vous avez souvent une table avec soit des sponsors, soit vous êtes invité. En tout cas, toujours
des super conditions d'accueil, dans les 5 étoiles en tout cas, et puis c'est la contrainte aussi FEI de devoir inviter tous les cavaliers. Est-ce que vous arrivez à garder les pieds sur terre quand vous passez d'un repas VIP à une tribune VIP, à un concours 5 étoiles, à un taxi super classe, etc., à vous rappeler d'où vous venez aussi? Oui, c'est même l'opposé. Moi, je ne suis pas trop confortable avec la VIP, avec le social, tu vois. Logiquement, je profite bien bon hôtel, non? C'est normal, j'ai appris à chaque fois à le faire plus, mais c'est pas vraiment que je me sens complètement confortable avec tout ça. J'ai appris à le faire. Tu vois, je suis un type très, pas solitaire, mais timide, un peu réservé comme ça. Tout cet côté de le sport qui est nécessaire aussi, j'ai appris à le faire, mais c'est pas vraiment un truc qui va me faire perdre la tête, tu vois, l'opposé. C'est plus difficile à rester dans ça qui non. On va changer un peu de sujet, Yuri. Moi, j'ai envie que vous me parliez de ce cheval, de Vitiki. Ah ouais. J'avoue, complètement transparente, avant que vous soyez deuxième du Grand Prix de la Baule, je ne connaissais pas l'histoire de votre cheval. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment touchée et tout. Et je crois qu'il y a une vraie connexion très spéciale entre vous deux. C'est un cheval que vous aimez énormément. Est-ce qu'on peut dire que c'est le cheval de votre vie? Ah oui, ça. Même du parler, voilà. j'ai déjà ça. Bon, alors l'objectif, c'était pas de vous faire pleurer, non, évidemment. Non, mais est-ce que vous pouvez nous parler de ce crack qui a marqué votre vie de cavalier jusqu'à présent? 1 minute. Non, c'est toujours, me touche beaucoup l'histoire de Vitiki. Parce que, oui, quand tu dis non, c'était directement la première question. Ce moment de ta vie était le plus dur, non? Mais non. C'est celui-là. Oui, tu vois, c'est pas le début, c'est pas... Le moment le plus dur, c'était quand ce cheval était cassé. Ça. Pardon. Allez-y. On doit vous avouer que vous n'êtes pas la première personne qui pleure à notre micro. Ouais. Moi, je dois vous avouer que quand j'avais lu les 3 articles sur Grand Prix, sur Vitiki, j'avais pleuré. Ouais. Vraiment, c'était hyper touchant et je comprends. Bon, alors j'ai fait un peu avant lui pour expliquer toute la connexion. Je pense que c'est plus... Il y a un contexte. Oui, mieux à comprendre. Alors, j'ai tout ce début-là, que c'était compliqué, non, pour arriver. Et mon business au Brésil, il commence à aller très bien à la fin. En 2012-2013, j'étais vraiment un grand marcheur et j'avais des opportunités. Et j'arrive au Brésil, en Europe. Première saison en Europe, j'ai 17e en finale Coupe du Monde. J'ai double sans faute à Coupe à Rotterdam. Je vends mon cheval pour une fortune. J'ai dit, ça c'est facile l'Europe, tu vois. Ok, perdu mon bon cheval, j'ai trouvé un autre, Cornetto. Je achète Cornetto. 1 an après, je suis déjà double sans faute au global. J'ai classé dans tous les 3-4 étoiles que je pouvais aller. Ah, ok, je vends le cheval encore plus cher que l'autre. Bien, j'ai eu beaucoup de problèmes au Brésil avec des importations, des trucs. C'était vraiment compliqué dans cette époque-là, période très difficile, très dure. Je règle les problèmes, je rentre, j'ai baby lot. René, les gens de Ask m'envoient en état. Mon première saison, vraiment, tout le temps en Europe, 5 étoiles, j'ai gagné Hickstead. À la fin d'année, j'étais 34e mondial. Incroyable. Ah oui, ça c'est facile. J'ai pensé dans ma tête. J'ai même une fois, Steve, il m'a demandé d'un cheval, il était numéro 1 mondial. Je me rappelle toujours, il dit non, je ne vends pas parce qu'un jour je veux ton bracelet. Comme ça, je disais ça, naturel, tu vois, c'est facile. Confiance. Facile. J'ai la confiance. Oui, mais c'était pas du tout arrogance, mais oui, c'était comme ça. C'était accessible. Ça vous paraissait accessible? Oui, c'est facile. Et dans ce moment-là, j'ai connu Vitiki. L'histoire de Vitiki, c'était un type brésilien qui habitait déjà en Allemagne pour beaucoup, beaucoup de temps. Et il arrive avec le cheval parce qu'il avait un cancer de prostate, un cancer, et il voulait retourner au Brésil. Alors, oui, je monte le cheval, je donne 2 sauts le cheval. Wow, sauter incroyable. Alors, j'ai dit non, je l'achète. Qu'est-ce que c'est drôle, juste pour faire une petite pause. 10 jours après, la police arrive chez moi. Il prend le cheval. Il le ramène à prison.
Pourquoi? Parce que le cheval n'était pas au type. Il y avait Ça démarrait mal. Non, le cheval, le pauvre était 1 mois à la prison, le pauvre. Alors, nous prenons le cheval, nous payons tout ce qu'il faudrait payer, nous récupérons le cheval. Bon, ça commence et directement, j'avais le feeling que c'était un super cheval. Tu imagines qu'au mois d'octobre, il est sauté son premier 1,35 m. En mois de mai, il était sans faute 4 quand nous gagnions la coupe à la boule. Et nous va avec sa chapelle, première fois avec sa chapelle. Première fois avec sa chapelle. Wow. C'est tout ce que tu rêves dans ta vie. J'arrive là-bas, Grand Prix d'Europe, pas sans faute. Tu vois, c'est bien, non? C'est facile. J'arrive au barrage, j'essaie de prendre une distance très longue, me trompe, un accident, boum. Quand j'ai tombé, j'ai eu un choc très fort avec ma tête. Alors le cheval il part et moi je reste là-bas et je me rappelle parfaitement, j'avais un bruit dans ma tête comme ça. L'herbe elle était comme ça, elle a monté, descendu, monté, descendu. Je voudrais rien dire parce que je savais que si le docteur, si j'ai dit un truc comme ça au docteur, il ne va pas me laisser monter, non? Alors j'étais tranquille, j'étais au hôpital de concours. Et le cheval était avec le grand vétérinaire, tout le monde là, je ne savais pas ce qui se passe. Quand je rentre à la vétérinaire de Aix-la-Chapelle, le vétérinaire qui était là, c'est un copain brésilien qui commençait avec moi, tu vois, un ami vraiment. Je rentre, je me rappelle toujours ça, il y avait la radio là, il y avait une ligne comme ça, et lui en train de pleurer, tu vois, mais vraiment, tu vois, la patte, il y avait une ligne au milieu de l'os, et lui, mais complètement. Et quand je regarde ma femme, elle était assise, en train de pleurer comme... Parce que là, nous avions, dans notre tête, c'était le prochain Baloubet, tu vois. J'avais et probablement, parce qu'après tout ce qu'il a fait, finale Coupe du Monde, la boule, il est arrivé encore à le faire après tout ça, probablement c'était vraiment un cheval extraordinaire. Et il est extraordinaire. Et ça, c'était vraiment un truc... C'était une douleur indescriptible. Et là, j'avais Ibel, un jument qui avait acheté très cher pour moi, aussi au concours. Et je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire, tu vois. Et je me rappelle à un moment, oui, c'était vraiment... Oui, je ne peux pas dire comment était, c'est un truc très fort. Alors, Keok, c'était ma grande dans cette époque-là. J'ai dit, allez, écoute, prends toutes les choses et je ne veux plus monter, je ne veux plus rester ici. Et mon fils, il avait 5 ans. Et il dit, papa, tu dis toujours pour continuer, comment est-ce que tu vas arrêter? Tu vois? Alors, putain, ok, reste ici, je dois monter. C'était magnifique parce que c'était très important pour moi parce que le jour après, première épreuve, c'était la finale de 8 ans avec Aix-la-Chapelle. Et pour la première fois, je pense parce que j'ai touché fort ma tête, j'ai jamais eu cette feeling avant et après. J'ai eu peur un peu, tu vois. J'avais un peu peur de sauter. C'est vraiment un truc qui c'est pas normal normalement. Et je me rappelle quand j'étais au barrage, quand je vais au numéro 1, j'ai dit non, je vais faire un tour tranquille. Et je pense directement, non, si je ne veux pas aller aujourd'hui, je ne vais plus jamais aller vite. Alors j'ai été vraiment vite, j'ai gagné l'épreuve. Et ça recommence à me donner un peu d'énergie pour continuer. Non? Le cheval était opéré. Au milieu du concours, on est parti à Lumen pour voir le cheval retourner, mais j'étais encore 5e à Westphalen Grand Prix et j'ai fait sans faute au Grand Prix dimanche. Alors c'était quand même bien, j'étais qualifié au Jeux mondial. Mais après ça, moi, j'étais plus le même. Tu vois, j'étais pas en vie. Je ne sais pas si c'est déprimé, je ne suis pas une personne qui me permet d'être déprimé, mais quand même, je n'avais plus la même confiance, la même motivation. Et ensemble, avec ça, tout commençait à aller mal, tu vois. On parle beaucoup aussi de santé mentale des athlètes aujourd'hui, et c'est ce que vous êtes en train de nous décrire, les moments où des fois c'est très, très compliqué. Exactement, mais très. Et sa jument, elle n'était pas aussi bonne que ça. Les chevaux de commerce que j'avais mal acheté. Il y avait des chevaux qui avaient des problèmes de vet check. Et je me rappelle parfaitement, à la fin de 2018, pour payer notre compte à la fin d'année, qui a aidé vraiment, c'était la jument, parce qu'on était à Prague, on a fait on a été 13e par équipe, on a gagné beaucoup d'argent. Mais c'était un moment dur que je n'avais jamais passé en Europe, tu vois. Et même au Brésil, les choses au Brésil toujours étaient de petit à petit
améliorer vite, tu vois, tout améliorer vite. Et là, c'était un moment où je ne trouvais pas les solutions. Et là, j'ai commencé à remarquer comment c'est dur ici. Parce qu'ici, à la fin en Europe, si tu réfléchis, tous les meilleurs sont là. C'est pas facile d'être au milieu des meilleurs. Et les gens qui sont là à 30 ans, à 50 ans, ou de 5e génération, 4e génération. Alors, c'était super dur. Et pour continuer, 2019, au début de 2019, Ibel, elle est coincée au box et elle casse son jarret. Alors, dans un période d'1 an, Babylot, une lésion tendon, Vitiki casse la patte avec sa chapelle, et mal soulagement de Grand Prix, elle casse le jarret et opéré. Et alors, ça, c'était... Et logiquement, j'avais gagné de l'argent en vendant mes chevaux. Mais si nous commençons à prendre cet argent, et commencer à acheter des chevaux, comment les gens peuvent le faire, comme des sponsors et tout ça, tu vas casser, non? Alors, c'était important. Le propriétaire de Ask, c'est le propriétaire de Lego. Tu vois? Et il m'a dit un truc qui vraiment, c'était très important dans ce moment. Il m'a raconté l'histoire de Ask. Parce que dans ce moment, je ne voulais plus mettre de l'argent à acheter un cheval. Je voudrais plus. Tu vois? J'ai dit non. C'est fini, je ne veux pas continuer avec ça, c'était tout tellement difficile. Il a dit que Lego, elle était très mal pour un moment, était presque vendue. Et alors, on fait une réunion de famille, et on a pris beaucoup d'argent familier, et on a mis dans la compagnie. Et aujourd'hui, Lego, c'est qu'est-ce que c'est, tu vois, c'est une des plus grandes compagnies privées qu'il y a dans ce métier. Et j'ai appris ça, et j'ai trouvé Alphonse, que c'est une histoire aussi, une drôle d'histoire, mais je me doutais si je devais acheter ou pas. Et je me rappelle, on était en Espagne, moi et ma femme, nous on marchait tellement en parlant de ça, que son pied était complètement blessé après, mais elle ne pouvait plus marcher. Et parce que là, je voudrais retourner au Brésil. C'était elle qui tout le temps disait, non, mais regarde tout ce que tu as fait déjà, maintenant, hein. Bon, ils nous achetaient Alphonse. Et avec Alphonse, tout recommençait et tout ça. Bon, en continuant de Vitiki, le cheval, il recommence, tu sais, difficile, non? Pour boiteuse, raide, 1 an au box, non? Mais j'avais ce truc-là, c'est comme si je ne pouvais pas le récupérer, je ne pouvais pas m'y récupérer. C'était un truc vraiment, une connexion comme ça. De temps en temps, je suis sûr que les grooms, ou même mon vétérinaire, pensaient que j'étais fou, tu sais, parce que, écoute, le cheval travaille, après il est comme ça, ou il travaille comme ça. J'ai toujours essayé de trouver un peu... On vous disait de le remettre au pré. Oui, c'était ça. Ouais, tout le monde vous disait, on arrête. Et le meilleur de l'histoire, c'est mon frère et moi, nous avions ça vraiment, nous allons le faire. Et le cheval, il montrait de bonnes choses. Et c'était drôle, à chaque fois que le vétérinaire était là, il était boiteuse. Alors, il y avait une blague. Avant le vétérinaire arrivait, nous toujours disait, écoute, Vitiki, aujourd'hui, trotte bien, s'il vous plaît, trotte bien pour ce qu'on a de vétérinaire, tu vois. Parce que, non, alors, mais bon, il n'était pas bien. Le vétérinaire arrive un jour, il me dit, Yuri, tu es un super cavalier, j'adore travailler avec toi, mais je dois dire une chose, c'est fini. C'est le moment de trouver un autre cheval. Et ça, j'ai commencé à pleurer. Tu sais, je ne voudrais pas vraiment croire à ça. Il est parti. 5 minutes après, je l'appelle. Je dis, écoute, il y a Saint-Tropez cette semaine. Je le ramène en étoile. Il nous voit qu'est-ce qui va arriver, comment il va rentrer. Il rentre d'une étoile, 10 fois mieux. Je dis, écoute, allez, non? Et après, c'était tous un jour après jour, tu vois. Mais je dois dire, il n'a jamais fait un pas en arrière. Tu vois, il était toujours mieux. Mais qu'est-ce qui me touche beaucoup dans tout ce procès-là, c'est combien j'ai appris comme cavalier, combien j'ai appris comme personne, combien j'ai appris comme vétérinaire, parce que je suis un peu vétérinaire. Et plus, tu imagines, mes enfants ont eu l'opportunité de voir un truc comme ça. Tu vois, de voir que si tu crois vraiment, les choses peuvent arriver, tu vois. C'était un procès familial, mais qui ont vu ça depuis le début. Tu vois. Et après, tu imagines, en 2020, je le ramenais à Wellington. C'est un truc, ma groom, elle était fou avec moi. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu ramènes un cheval comme ça? Alors, le premier parcours, elle fait 6 fautes, 1m45. 6 fautes, fou.
Philippe Gerda, il a dit, Yuri, écoute, le cheval, il est bien, tu vois qu'il a des qualités, mais où est-ce que tu vas arriver avec ça? Ah oui, tu as raison. 2 jours après, non, il ressaute, gagne l'épreuve. C'était un peu comme ça, tu vois, comme ça. Et bon, en 2021, on retourne à Wellington. Il saute son premier 5 étoiles. Ça, c'est aussi une histoire incroyable. J'avais une mauvaise impression de sauter la rivière et je n'avais jamais sauté. Normalement, à Wellington, il n'y a pas beaucoup de rivières, mais dans cette Grand Prix, il y avait. Je marche le parcours, il y avait la rivière. J'ai dit, non, de Dieu, si je n'ai pas une distance parfaite, je m'arrête avant, je ne sais pas. Non. Il fait une faute au Grand Prix. Waouh, bien. Après, dernier concours à Wellington, 500 000 sans faute. Et ça, c'était émotionnel pour nous, tu vois, parce que c'était après tout ça, en herbe, Grand Prix Rolex, paf, 500 000, il était classé. Et après, c'était comme ça encore, tu vois. Après, il y a eu un tumeur dans son nez. Il est réopéré, on a enlevé le tumeur. Jusqu'à 2022. 2022, la boule. Et la boule, et l'histoire, elle est incroyable parce que j'étais à Miami, Mexique, directement la boule. Nelson, il était chez moi pour ne pas me laisser ramener le cheval à la boule. Je te jure, demande à lui. Non, tu ne vas pas ramener ce cheval. Il était là, il était deuxième. Et oui, de petit à petit, à chaque fois, et quand on commençait cette saison ici au indoor, il était comme le cheval qu'il était avant. Tu vois, il était classé partout. J'ai sauté 4 Coupes du Monde pour classer, hein, pour la finale. Et à la finale, c'était tout près d'être là. Hein. C'était quand même un résultat de 3e. Mais et c'est drôle parce que, juste pour expliquer mieux comment ça attache, non, 2020 et 2021, je n'étais pas le même cavalier. Tu vois, pas du tout. J'avais perdu ma confiance. Et c'était dur d'être dans l'équipe brésilienne, tu vois, parce que c'était toujours une pression. Philippe, au début, il ne croyait pas beaucoup à moi. Et j'ai toujours que c'était 7 Grands Prix, 500 000 aux États-Unis. Là, quand il est revenu, moi j'ai revenu. Et après, j'étais au jour et après tous ces concours que j'ai fait très bien. Alors, c'était vraiment un truc. Vous venez de dire que c'était dur d'être dans l'équipe et c'est justement un des sujets qu'on aurait aimé et qu'on veut aborder avec vous, c'est cette équipe brésilienne avec Rodrigo Pessoa en chef de file bien sûr depuis longtemps, avec des cavaliers d'exception, Pedro Venis on l'a reçu, Luciana Diniz, peut-être je peux teaser qu'on va enregistrer aussi, oui, je ne sais pas quand ça sortira, on enregistre demain avec elle. Philippe Gerda, votre entraîneur, c'est une équipe qui est forte, vraiment, et vous y avez votre place. Qu'est-ce que ça fait d'être entouré comme vous l'êtes? Parce qu'on le sait, Philippe, il a une puissance en tant qu'encadrant qu'il a eu en France, qu'il a eu avec d'autres nations. Et puis Rodrigo, bien sûr, une inspiration. J'imagine qu'il ouvre la voie aussi pour les autres cavaliers et pour ses coéquipiers. Oui. Mais juste je n'ai pas vraiment compris la question. Qu'est-ce que ça fait d'être dans une équipe aussi forte ça, avec des piliers aussi solides qu'un Rodrigo Pessoa, qu'un encadrement avec Philippe, etc. Oui, sûrement Rodrigo, c'est un ami et aussi une inspiration. Tout ce qu'il a fait dans sa carrière avant, ça nous donnait de l'inspiration. Mais pour rentrer à l'équipe, parce que ce sont des gens qui étaient là déjà longtemps, et ça, dans notre sport, c'est différent des autres, non? Au football, les joueurs vont jouer jusqu'à 30 ans et les portes vont être ouvertes pour les nouvelles générations. Et chez nous, ce n'est pas vraiment comme ça. Alors, pour être part de cette équipe, vraiment, ça a pris beaucoup. Ça a pris beaucoup. Et au Brésil, je pense qu'il y a un peu quand même... Au Brésil, on appelle étiquette. Tu es un cavalier de 5 étoiles ou tu n'es pas un cavalier de 5 étoiles. Ou tu supportes la pression, ou tu ne supportes pas la pression. Et même Luciana, si tu vois sa histoire, elle a eu mal aussi. Hein. Pour un moment, c'était dur pour elle. Je ne sais pas comment elle va dire demain, mais si tu vois l'histoire, c'était comme ça. Elle est partie du Brésil parce que la relation était dure. Et quand Philippe il arrive, c'était encore plus dur pour moi. Tu vois, c'était vraiment... Parce que moi, j'étais fragile. Je n'étais pas dans un bon moment. C'était en quelle année? 2019. Oui, c'est exactement dans cette... Ouais. Et c'était déjà un groupe bien fermé. Tu vois, Pedro, Doda,
Même Marlon, on était là déjà longtemps. C'est pas facile. Et tu dois prouver beaucoup pour rentrer, pour avoir la confiance, tu vois. Et moi, je suis un type, comme j'ai dit au début, je suis un type plus réservé. Je me couche très tôt, je me réveille très tôt au matin. C'est un peu différent que tous les autres. Alors, c'était un moment... On nous a dit plein de fois que les Brésiliens n'étaient pas comme ça. Oui, exactement. Je suis peut-être pas vraiment brésilien, je ne sais pas, mais exactement. Et c'est pas parce que j'aime pas les gens, mais maintenant, on me connaît mieux et on respecte ça. Mais je me sens pas bien d'y être. Tu vois, c'est pas mon type. Et à la fin, quand tu vas à un concours important, tu dois donner ton meilleur. Et si je fais pas mon meilleur, c'est pas bien. Alors, c'était dur pour moi tout ça. Et de m'y prouver aussi. Mais je dois dire que j'ai gagné la confiance de Philippe et des autres à la piste, tu vois. Et ça, c'est le mieux. Parce que là, c'est plus ma personnalité qui importe, c'est exactement le cavalier. Aujourd'hui, nous avons une bonne relation. Sûrement, je suis plus proche à Rodrigo qu'à Pedro, mais ça, c'est les personnalités de chacun. Mais aujourd'hui, nous avons bon. Et avec Philippe, ça va très bien. C'est un type qui, à la fin, c'était très important dans ma carrière parce qu'il m'a fait passer un gap. Tu vois, il vraiment m'a fait améliorer émotionnellement et enfin, c'était super important. Est-ce que vous avez avec le Brésil une stratégie spécifique en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Comment vous abordez en fait l'échéance en équipe et peut-être vous aussi en individuel à titre personnel ? Oui. Aujourd'hui au Brésil, je pense que c'est la meilleure équipe de tous les temps. Tu vois quand tu vois Luciana, Pedro, Marlon, Rodrigo, moi, Eduardo, le garçon brésilien là qui habite au Brésil, Stéphane, sont des cavaliers incroyables avec de bons chevaux. Je pense que ça va être difficile assez de sélectionner à la fin, non? Moi, je suis complètement concentré à ça. Si tu vas chez moi, il y a des photos de Paris. Aujourd'hui, c'est 266 jours pour le... gros focus là. Ouais, voilà, c'est un truc. Je veux vraiment... Cette jument qu'elle était blessée avant Barcelone, mais pour moi, c'est le meilleur cheval que j'ai déjà monté dans ma vie. Je vraiment pense que j'ai une chance. Mais il faut aussi qu'il nous s'assoie un moment, qu'il nous réfléchisse un peu, parce que je pense quelque part, nous se trompons. Parce qu'avec la qualité que nous avons pour le moment, nous devons gagner encore plus. Même qu'est-ce qui s'est passé hier au Jeux Panaméricains ou à Barcelone, nous pouvons faire encore mieux avec ce groupe-là, tu vois. Il y a quelque chose qu'il faut encore améliorer, alors j'espère qu'il nous peut... Il vous manque encore quelques cartes voilà. pour solutionner l'équation. Oui, exactement. Il y a quelque chose qui doit être mieux que ça encore. Comme quand vous étiez jeune, comme avec Vitiki, on vous sent très déterminé. Ah oui, ça donc, c'est... Ouais. À la fin, il y a eu des belles histoires. Donc, en tout cas, on croise les doigts pour vous à ce sujet-là. On va s'approcher de la fin de cette interview. On va bientôt vous libérer à Youri. J'ai peut-être une dernière question à vous poser. Sur votre site, il y a écrit « Je n'avais qu'une dizaine d'années lorsque j'ai commencé à rêver d'imiter Nelson Pessoa ou John Whittaker. Ils sont devenus avec Marcus Henning mes 3 références. Ceux qui ont changé ma vision de l'équitation et révolutionné le sport. » Est-ce qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas quand est-ce que vous avez rédigé votre site, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours inspiré par ces 3 cavaliers? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous inspirent particulièrement? Franchement, non, je garde les 3 encore comme ça. C'est un peu qu'est-ce que j'ai essayé de suivre, non? J'explique un peu mieux qu'est-ce que c'est exactement le point. Et les 3, chacun dans cette époque, fait le même, je pense. C'est la communication avec le cheval, tu vois. Les 3, chacun dans sa manière, chacun dans son moment. Pouvait avoir un contrôle du cheval dans une manière très, très gentille, très, très fin. Et quand même gagner des épreuves, tu vois. Et quand même gagner, parce qu'il y a aussi une différence, non, d'être un poète et un compétiteur, non. Et les 3 sont incroyables hommes de chevaux, mais quand même super compétiteurs. C'est un peu le point où j'adore. Vous nous parliez de votre fils, qui est un très bon cavalier. Est-ce que c'est la base que vous voulez lui apprendre, lui inculquer, d'être compétiteur, mais de garder cette communication avec le cheval avant tout? Oui, ça c'est sûr. Et lui, il a vraiment l'opportunité. Par exemple, Nelson, il va une fois par semaine chez moi. Nelson, moi j'ai une relation presque paternelle avec. Tu vois, nous se parlons tous les jours, quelquefois tous les jours.
même avec ma femme. Et c'est comme mon deuxième père, tu vois. Alors, nous sommes vraiment proches. Et lui, il adore mon fils. Alors, la première celle qui a donné, c'était Nelson. Nelson va là-bas, donne des leçons. Quand je vais aux États-Unis, Nelson m'appelle, dit, écoute, il doit faire équitation, c'est important pour lui. Alors, il est bien construit dans cette voie-là. ouais. Vous allez rigoler, Yori, mais juste pour la petite anecdote, quand j'ai dit à un ami hier qu'on allait vous enregistrer, enfin en tout cas qu'on essayait, il m'a dit « Oh, c'est un Brésilien, de toute façon il va dire qu'il a tout appris une déco. » C'est bon, je te le fais ton podcast. Non, il se reconnaîtra. Mais c'est vrai que Nelson, il a vraiment joué une partie majeure dans vos vies de cavaliers, vous les Brésiliens. Tout le monde dit non, au Brésil il y a quand même beaucoup de bons cavaliers, mais à la fin c'est à cause de lui. Moi, je l'ai connu beaucoup plus âgé que mon fils, non? Marlon peut-être jamais monté avec lui, mais quand même, toute la base, ça vient de lui, tu vois, c'est un type extraordinaire. Une personne extraordinaire qu'on avait l'occasion de rencontrer, qu'on a eu l'occasion de rencontrer. L'épisode est disponible donc à tous ceux qui entendent pour la énième fois parler de Nelson Pessoa. On vous encourage évidemment à écouter son histoire aussi. Yori, merci beaucoup pour votre temps. Merci. On a passé un super moment. Merci pour votre sincérité aussi dans vos propos. Et on vous souhaite déjà un très bon Équitalion parce que vous le commencez, mais aussi évidemment on souhaite vous revoir l'année prochaine à Paris. Allez, j'espère. Merci beaucoup. Hein, Bonne soirée. Merci.